En une fraction de seconde, tout peut basculer. Un destin brisé, une trajectoire arrêtée. Pourtant, les quelques millièmes de seconde précédents peuvent tout changer. Chuter, se relever, recommencer, continuer d'avancer. Grâce à qui? À quoi? Comment? C'est au cœur de l'un des sports les plus dangereux que InNomotion met sa technologie au service d'une mission, protéger les pilotes. Des années de recherche, de tests et de savoir-faire. Mais alors, que se cache-t-il derrière le déclenchement d'un airbag? Pour cela, il faut se rendre en Haute-Savoie, à Annecy, dans les locaux d'InNomotion. Fondée en 2012, cette entreprise française à taille humaine est devenue une référence de l'airbag, portée par ses équipes qui font avancer cette technologie au quotidien. Aujourd'hui, on est plus de 100 personnes chez InNomotion. On a la plus grande équipe au monde dédiée à l'airbag en général, à l'airbag électronique encore plus. Toutes ces personnes sont nécessaires pour faire en sorte que ça fonctionne bien dans plein de services différents, de la qualité, la conception R&D, tout ce qui va être activité logistique, faire en sorte que tes produits arrivent en temps et en heure. On va retrouver toute la partie comptabilité, le service client, qui est très important chez InNomotion pour faire en sorte de garder un contact avec nos utilisateurs, mais également toute la partie commerciale, puisqu'on travaille chez InNomotion avec nos marques partenaires. Des experts en algorithmes au textile, des médecins ou encore des techniciens, autant de profils variés qui partagent un langage commun. On a une curiosité en interne qui fait que tu peux parler à n'importe qui, il est passionné par ce qu'il fait et du coup ça te donne envie de t'intéresser. On a une culture du milieu qui est assez forte. Les gens en interne sont très bons et tu peux parler à n'importe qui chez nous. C'est un expert de l'airbag, que ce soit le community manager, celui qui fait le site web, que ce soit l'ingénieur, que ce soit moi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est bien reconnu et apprécié dans le milieu avec les gens avec qui on travaille. En développant l'airbag, InNomotion s'est imposé comme un acteur majeur des sports à risque, présent en MotoGP depuis 2016, mais aussi dans d'autres championnats comme le FSBK ou le WC. Ce dispositif protecteur, à première vue invisible, se loge à l'intérieur de la combinaison des pilotes ou sous forme de gilet porté dessous. Mais alors, qu'est-ce qui le compose? Dans l'airbag, on va retrouver 3 composants majeurs. Le couple inflator, qui est le générateur de gaz, poche de gonflage, qui va être donc la protection effective de l'airbag, dans lequel l'air va arriver et va permettre d'absorber le choc. Et on va retrouver le boîtier de détection, appelé donc la InNBox chez InNomotion, qui va servir à analyser 1000 fois par seconde la position, la vitesse et tout ce qui va se passer dans les conditions d'usage de la pratique, propre à la pratique, pour savoir si oui ou non il faut déclencher. Et on va retrouver un 4e qui sont les protections passives, type dorsale, protecteur thoracique, qui vont, elles, venir s'appuyer sur la poche pour apporter une protection supplémentaire en cas de choc. On n'aura pas la possibilité de protéger quelqu'un correctement sans avoir l'interaction parfaite entre l'ensemble de ces composants. Mais avant de sauver des vies, il a fallu comprendre comment, quand et pourquoi rendre l'airbag fonctionnel. On a des chercheurs qui regardent ces sujets de la traumatologie, de la statistique, de où se produisent des accidents. On en a d'autres qui regardent la résistance d'un corps humain, finalement, parce qu'on peut tomber et pas se faire mal. On peut tomber et directement se tuer parce que c'est très violent. Et puis il y a cette frange où on tombe, on se blesse plus ou moins gravement. Donc c'est quoi la résistance d'un corps humain pour réussir à la repousser un peu? Donc il y a tout ce pan qui est autour de la mécanique, mais vraiment presque en amont, et qui pose le débat. Où on tombe et comment on casse un corps humain. Puis vient la partie data science, celle qui demande sans doute le plus de patience pour créer l'algorithme qui détecte les diverses chutes que Valentin Honoré et son équipe ont développé. On peut partir sur des labos, faire des crash tests, des simulations numériques, on le fait. Et en complément de ça, on met des vrais capteurs sur des vrais gens, sans leur demander de jouer des scénarios, juste de vivre. Et nous, on regarde ces données-là. La difficulté dans cet exercice, c'est qu'on collecte énormément de données, des milliards de données parfaitement inutiles, parce qu'il ne se passe rien. Et une chute, c'est très éphémère, c'est très soudain. Et du coup, la difficulté, elle est dans cette montagne de données, réussir à vraiment se focaliser sur les quelques instants qui sont déterminants pour déclencher l'airbag. Mais en tout cas, avec cette base de données, cet historique-là qu'on a collecté, on est en mesure d'affiner toujours et de dire
on va viser cette perfection de détecter toutes les chutes sans jamais faire d'intempestif, parce qu'on a une expérience collective qui est énorme. Après plusieurs années de conception, les équipes d'Inemotion ont mis au point un algorithme performant. Il analyse et compare à l'échelle de la milliseconde des centaines d'informations issues de capteurs de vitesse, d'accéléromètres et de gyroscopes pour décider du déclenchement de l'airbag. Au cours de la capture, vous avez les signaux qui sont enregistrés toutes les millisecondes. Et à partir d'un certain moment, en fait, les signaux commencent à s'exciter et ça permet de prendre une décision sur est-ce que l'algorithme va déclencher ou pas. Donc, au fur et à mesure de l'acquisition, vous avez l'ensemble des informations qui sont envoyées depuis notre Reason Box vers un système de décision qui ressemble un petit peu à un arbre. Et chaque point, en fait, va suivre une série de conditions et va dire est-ce que le système est en temps normal, il n'y a pas besoin de déclencher, ou est-ce qu'en fait on arrive sur des points rouges où le déclenchement doit être effectué. Donc là, sur la durée de la vidéo qui dure environ une dizaine de secondes, on a près de 4000 décisions qui sont prises jusqu'au déclenchement effectué ici. Pour mettre au point l'airbag et son algorithme, les pilotes ont eu un rôle majeur. On va commencer par les pros à chaque fois pour analyser vraiment et pousser la technologie dans ses retranchements et même les cas d'usage dans leurs retranchements. En tant qu'amateur, on ne va pas avoir la même manière de piloter et on n'a pas non plus la même capacité à tomber. Oh là-bas, il vient d'intervenir. Grégory Leblanc, triple champion de France Superbike et pilote phare en EWC, a été l'un des tout premiers à tester cette protection sur piste, non sans quelques déconvenues au début. Moi, la première fois qu'il se devait se déclencher, il ne s'est pas déclenché, tu vois, c'est une petite... Non, voilà, ça fait partie du développement. On était en 2016, je me suis fait percuter justement après le drapeau à damier. Et en fin de compte, ça a cassé la cosse et du coup, le système a déclenché, mais comme la cosse était cassée, la cartouche n'a pas gonflé. Donc ça a fait partie aussi justement du développement pour renforcer cette partie en cas de collision. On a dû travailler là-dessus, travailler aussi sur les réactions de déclenchement. Si on perdait l'avant, il y a des fois, on perdait l'avant, il se déclenchait pour rien. Donc c'est surtout ça où ça a vachement évolué. Plus travailler sur les réactions que pouvait générer l'airbag, le déclenchement plus ou moins rapide. On a aussi travaillé sur le volume de l'airbag, parce qu'au début il était un peu plus petit, maintenant on est descendu carrément quasiment jusqu'au coude. En général, pour le coup, les pilotes de haut niveau sont souvent beaucoup plus critiques sur l'équipement en tant que tel. Et donc un produit, un équipement qui va être capable de répondre aux attentes d'un pilote de haut niveau va fortement correspondre aux attentes de l'utilisateur amateur. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement du système, intéressons-nous à son déclenchement. Après avoir détecté la chute, c'est au niveau du générateur de gaz que tout se passe. Ce générateur de gaz, il a deux parties principales. Une partie d'un gaz sous pression, comme une bonbonne de gaz, et une partie de pyrotechnie. Donc la pyrotechnie, c'est un pétard ou c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'oxygène pour s'allumer. Et donc là, on le déclenche avec un petit signal électrique. Ce petit signal électrique amorce cette pyrotechnie. Cette pyrotechnie permet au gaz de se libérer. Donc à la fin, le gaz qui était sous pression sort dans la poche. Il est mélangé avec la partie pyrotechnique et qui remplit cette poche d'airbag. Tout ça en un temps record. 60 millisecondes pour détecter une chute et déclencher l'airbag. Une action parfois imperceptible par les pilotes, comme pour Martin Renaudin. Oui, ça m'arrive souvent de le sentir en général sur un high side quand on sent que la moto commence à partir et qu'on commence à décoller, on sent tout de suite que là l'airbag est en train de se déclencher, mais ça m'est déjà arrivé aussi de rien sentir du tout et juste d'avoir l'airbag qui se déclenche au bon moment, qu'il absorbe le choc et que moi quand je me relève il est déjà en train de se dégonfler et je peux déjà repartir avec ma moto. Au-delà de la protection, il y a aussi tout un travail de compréhension. Grâce aux données collectées, Inemotion établit des crash reports après les chutes pour les analyser, des éléments parfois précieux pour les pilotes. Des fois on ne comprend pas pourquoi on a eu cette blessure-là, etc. Après avec les datas, on peut comprendre qu'il y a une analyse où j'ai glissé pendant 200 mètres sur l'asphalte, donc forcément ça a pu créer une chauffe au niveau de la combinaison et je peux avoir une brûlure. Même si factuellement c'est pas quelque chose dont il a besoin, le fait de dire waouh, dans mon dos j'ai quelque chose qui est capable de me donner tant d'informations et c'est ça qui assure ma sécurité, ça les rassure aussi. Et c'est aussi ça qui fait la différence avec d'autres marques.
Et c'est dans ces moments que Dorian Reynaud, Racing Service Manager, intervient. L'une de ses missions est de confronter les informations récoltées via ses crash reports à la réalité du terrain. Comme ici, avec Maxime Pellizotti, pilote du Team 18 sapeurs-pompiers, victime d'une lourde chute dans la courbe Dunlop lors des 24 heures moto 2025. C'est important que je puisse, à défaut de leur fournir des vidéos, leur expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, histoire qu'ils comprennent et qu'ils interprètent un peu mieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont appelé un phénomène de déventement apparemment. On a été 3 à se faire piéger là-bas. Et en fait, il y a un espèce de mur au niveau de la Dunlop qui cache le vent. Et dès que tu passes ce mur-là, tu as des rafales de vent. Et donc il y a un damier, tu vois, donc je rentre dans un Dunlop sans les freins, donc avec la moto qui est pas du tout chargée sur l'avant. Et je prends la rafale de vent et direct ça fait croiser l'avant. Est-ce que toi tu te rappelles un peu la cinématique? Est-ce que c'est que de la glisse? Parce que nous sur les données on voit 6 impacts. Ouais non, la partie sur le goudron franchement c'était une partie de plaisir. Après arriver dans les graviers c'était un peu moins cool. C'est là où je pense qu'il y a eu les impacts. Les 26G je les ai pas ressentis. Et tu saurais dire après quand est-ce que l'airbag il s'est déclenché sur la chute? Ouais direct à la perte de l'avant sur le goudron. Ok, parce que sachant que tu étais déjà sur l'angle, ouais, c'est-à-dire que ton épaule entre guillemets elle est près du sol. Ouais mais franchement ça s'est fait pendant la glisse, tu vois, du coup je l'ai senti se gonfler. Et après quand je suis arrivé dans le bac, du coup je me sentais déjà plus en sécurité dans le sens où je savais que tout était plus ou moins protégé quoi. Ok. Et comme ça c'est génial d'avoir un support comme ça. Essaye de pas trop me faire courir mais... Ouais non mais moi je te vois mieux je me porte quand même, je t'aime bien mais... Super. Presque comme un casque. De ces échanges naissent de réels axes d'amélioration, tels que ceux avec Baptiste Guité, pilote de la même équipe. L'impact, je sais pas, j'ai pas vu la chute, mais sur ma combinaison, la trace elle est là, et après elle fait derrière, toi. Ouais. Mais là, ça accompagnait le mouvement. Je pense qu'en fait, sur la clavicule, par exemple, t'as pas vraiment d'impact direct sur la clavicule, mais les clavicules, c'est lié à du mouvement en arrière. Donc il faudrait presque qu'on trouve un truc où l'airbag il te maintient un peu dans une certaine position qui est en fait la safe position, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il faudrait qu'on... Ouais, puis je pense que c'est toi qui l'as fait. Bah oui, Par la suite, tout un travail en interne se poursuit pour faire évoluer l'airbag. Alors sur la partie classification de la donnée, on a un process qui est plutôt bien rodé. J'ai un pilote qui a chuté telle date, voilà la description de la chute, le retour du pilote est le suivant. Est-ce que vous pouvez être sûr que la donnée soit bien classée auprès de l'équipe qui va gérer ensuite la donnée? Après sur la partie produit, on travaille dessus avec Kevin et Kevin me dit ok, on va commencer à travailler sur le nouveau module MotoGP. Quels sont les retours principaux que tu as à faire? Mais sur la piste, on est déjà dans la recherche du détail, quoi. Même si les dernières améliorations témoignent d'un travail très minutieux, IndyMotion continue chaque jour de faire évoluer sa technologie sur les différents aspects de son produit pour protéger toujours plus les pilotes. IndyMotion travaille aussi sur le fait de pouvoir protéger les hanches, le fémur, le bassin, toute cette partie-là, qui sont quand même vachement exposées en tant que pilote en cas de chute. Et je pense qu'on est quand même sur un produit qui est relativement bien abouti et on le voit bien, il y a de moins en moins de pilotes qui se blessent. Donc. On peut détecter des chutes a posteriori et on peut se dire tiens, on peut gagner du temps, essayer de la déclencher encore plus tôt pour gagner de la sécurité. On peut dire tiens, ça c'était une chute bénigne, est-ce qu'on n'essaierait pas de la couvrir quand même? Parce qu'on ne la couvrait pas jusqu'à présent. Ça typiquement en track ça arrive souvent. En fait c'est ça qu'on analyse en permanence. Un équipement en constante évolution, devenu obligatoire en compétition en France et surtout un indispensable des pilotes. Aujourd'hui, si j'ai pas l'airbag, je me sens même pas capable d'aller rouler parce que je me sens pas du tout en sécurité et je le pense vraiment franchement. Maintenant, rouler sans airbag sur circuit, c'est comme pour moi rouler sans casque. Voilà, c'est quelque chose qui existe, qui coûte pas cher pour moi. 400 € pour se protéger la colonne vertébrale, c'est rien en fait. Quand on voit que maintenant on met des 30 000 € dans une moto, c'est complètement idiot pour ma part de rouler sans airbag. Les gens qui font du track day et qui me demandent des fois qu'est-ce qu'ils doivent acheter sur leur moto pour l'améliorer, etc. Ma première question, c'est est-ce que tu portes déjà un airbag? Et souvent la réponse c'est non. Et moi je leur dis déjà commencez par ça parce qu'une vie on en a qu'une. Et un airbag par rapport au prix d'un train de pneus, c'est pas forcément extrêmement cher. Donc il faut à tout prix d'abord se sécuriser avec ça. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi obligatoire. Déclenché en 60 millisecondes, l'airbag est le fruit de plusieurs années de travail et de collaboration entre IndyMotion et les sportifs de haut niveau. Une technologie qui accompagne, protège et sauve chaque jour sur les circuits comme sur la route.